Bonjour, bienvenue dans ce premier module de formation, module consacré à la législation, aux droits et aux obligations des parents qui font le choix de l'instruction dans la famille. Bien sûr, ce module s'adresse à tous les parents qui font ce choix. Toutefois, les articles seront commentés dans la perspective de l'instruction d'un enfant HQI, d'un enfant précoce. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais soulever 2 points qui me semblent importants en préalable. Le premier point concerne l'esprit qui a sous-tendu à la création et à l'évolution de la législation telle que nous l'avons aujourd'hui. À la lecture des textes, il apparaît que l'État est soucieux, à juste titre, de l'exclusion scolaire, de l'échec scolaire. Et dans les textes, cette notion est fortement présente et beaucoup de textes font référence aux difficultés que peuvent rencontrer un certain nombre d'élèves dans leur parcours d'instruction. Dans le cas des enfants HQI, parfois il y a des difficultés, mais elles sont d'un tout autre ordre que celles que l'on rencontre dans les situations d'échec scolaire telles qu'on peut les imaginer habituellement. Toutefois, cet état d'esprit est très présent au sein des personnels éducation nationale et au sein des personnels qui vont venir contrôler à votre domicile comment se déroule l'instruction que vous conduisez. Il faut donc avoir présent à l'esprit cette orientation que peuvent avoir les gens, parce que si votre enfant a quelques difficultés ou quelques retards, parce que c'est comme ça et que c'est un enfant HQI qui est un petit peu particulier, eh bien les personnels vont risquer de focaliser un petit peu sur cette difficulté et de considérer qu'elle est le point majeur, le point d'achoppement de votre conduite de l'instruction. Donc il faut vous préparer à être dans cette discussion avec vos interlocuteurs. Le deuxième point concerne la définition de l'instruction elle-même. Si l'on prend le bulletin officiel du 19 janvier 2012, ce bulletin officiel, vous l'avez en téléchargement dans votre espace personnel. Je vous en conseille la lecture car il fait une bonne synthèse de l'ensemble des textes. Ce bulletin officiel a été adressé aux préfets, préfets de région, recteurs, rectrices d'académie et inspecteurs, inspectrices d'académie. Et il définit d'une certaine manière ce qu'est l'instruction. Il dit: quel que soit le mode d'instruction choisi, il doit permettre à l'enfant d'acquérir, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, l'ensemble des connaissances et des compétences du socle commun. Nous reviendrons sur la notion de socle commun plus tard. On voit ici que dans ce texte, l'instruction est bien définie comme un ensemble de connaissances et de compétences. Or, lorsque l'on lit d'autres textes, et qu'on va un peu plus loin, en particulier dans les modalités qu'on verra après d'inspection au domicile, du contrôle de l'instruction que vous faites, il y a la dimension éducative qui est aussi fortement prise en compte, donc qui est bien au-delà de la compétence et des savoirs. L'État, peu à peu, sous la contrainte sûrement, et à juste titre aussi, s'est approprié une dimension éducative dans l'accompagnement des enfants et a intégré au sein de l'école l'éducation, alors que celle-ci relève plus de la cellule familiale. Et cette éducation est présente aussi, donc lorsque vous allez être inspecté, que vous devrez rendre compte de votre parcours d'instruction de votre enfant, il faudra bien aussi avoir conscience que les personnes qui seront face à vous vont vous interroger sur cette partie éducative et vont y être très attentifs. Ces 2 points abordés, nous pouvons maintenant rentrer un petit peu plus en détail dans les textes de loi. Que nous disent les textes sur l'obligation scolaire ? Ils nous disent que tout enfant de plus de 6 ans jusqu'à ses 16 ans doit avoir une instruction obligatoire. Les parents ont le choix des modalités de l'instruction. Ils peuvent inscrire l'enfant dans un établissement public ou privé, sous contrat, dans un établissement privé hors contrat, et ils peuvent faire le choix de l'instruction en famille. Si les parents choisissent l'instruction en famille, il y a 2 cas qui sont détaillés dans les textes. Premier cas, l'instruction en famille est un choix des parents. Là, n'importe qui peut faire l'instruction de l'enfant, il n'y a pas besoin de diplôme particulier. Et l'enfant peut bénéficier du CNED libre. Nous revenons sur le CNED juste après le deuxième cas. Le deuxième cas, l'enfant est obligé de faire l'instruction dans la famille pour quelques raisons qui sont énumérées. Soins médicaux en famille, situation de handicap, activités sportives ou artistiques, parents itinérants, ou éloignement géographique d'un établissement scolaire. Dans ce cas, pour avoir l'instruction à domicile, il faut l'autorisation de l'inspecteur d'académie et l'enfant peut bénéficier du CNED réglementé. Pour nos enfants précoces, nous sommes plutôt dans le premier cas. Qu'est-ce que le CNED ?
Le CNED, c'est le Centre national d'enseignement à distance. En fait, c'est une structure qui va se substituer dans le cadre de l'instruction à domicile à la classe, à l'école, au maître, au professeur, si on est en collège ou lycée. L'enfant est inscrit au CNED, il va recevoir les contenus pédagogiques qui correspondent au programme, suivant une certaine temporalité. Il va recevoir des examens à remplir, à compléter, qu'il retourne, et les enseignants du CNED vont noter ces examens. En fin d'année, le CNED va donner un avis sur le parcours de l'année de l'enfant, un petit peu comme un carnet de notes. La différence entre le CNED libre et le CNED réglementé, c'est que les notes qui sont attribuées et les bulletins et les avis de passage qui sont attribués dans le cadre du CNED réglementé, c'est-à-dire lorsque l'enfant est obligé de suivre sa scolarité via le CNED avec l'autorisation de l'inspecteur d'académie, ces bulletins, ces notes sont opposables à l'école. C'est-à-dire que l'école, lorsque l'enfant revient dans le système éducatif normal, rentre dans l'établissement, l'école ne peut pas contester les évaluations et les notes fournies par le CNED. En revanche, dans le cadre du CNED libre, ce qui va concerner la plupart des enfants précoces instruits à domicile, les notes qui sont attribuées ne sont qu'informatives. Et l'école n'est pas obligée d'en tenir compte et se réserve le droit, et a le droit, de réévaluer les acquis de l'enfant avant de l'intégrer dans son cursus. Ce point est important parce que ce problème d'évaluation des acquis de l'enfant va se poser en permanence pendant la durée de l'instruction à domicile. Et le jour où l'enfant va vouloir réintégrer le système, où les parents vont vouloir remettre les enfants dans le système d'instruction normale, c'est-à-dire dans un établissement, eh bien, ce jour-là, il va falloir justifier du niveau d'instruction de l'enfant. Et pour cela, eh bien, il va falloir mettre en place un certain nombre de moyens durant tout l'accompagnement à la maison pour pouvoir arriver à cette justification-là. Sachant que toujours l'inspection d'académie se réserve le droit de contester l'évaluation et de proposer sa propre évaluation afin d'intégrer l'enfant. C'est important parce que dans le cas des enfants à haut potentiel, très souvent ces enfants sont en avance par rapport au parcours normal par tranche d'âge. Or, l'éducation nationale fonctionne par tranche d'âge. L'enfant à tel âge, il va dans telle classe, indépendamment de ses acquis. Et comme vous l'avez peut-être vécu, les sauts de classe sont relativement compliqués à obtenir, et d'autant plus compliqués lorsque l'enfant a été instruit à domicile, qu'il a par exemple 8 ans et que vous voulez le faire rentrer en 6e ou en CM2, et bien là il va falloir expliquer et justifier à l'inspection d'académie que cet enfant a la capacité à rentrer en CM2 ou en 6e malgré son âge qui ne correspond pas à la tranche d'âge normale de ces classes-là. La deuxième contrainte est qu'il faut apporter à l'enfant le socle commun de connaissances. Ce socle est défini dans la loi, nous le verrons ensemble. Ce socle doit être acquis par l'enfant à ses 16 ans. Il comprend assez peu de choses, du moins pour un enfant précoce. Et donc tout enfant précoce devrait l'acquérir assez facilement. Mais c'est important à savoir, parce qu'il y a des familles qui vont faire un choix éducatif très personnel, un choix d'instruction très personnel, et estimer qu'il y a des pans entiers du programme qui ne sont pas nécessaires à l'enfant et donc qui ne vont pas lui apporter. Or, l'acquisition du socle commun est contrôlée par l'inspection d'académie, et il est donc important que l'enfant le maîtrise. Pour un enfant précoce, ça n'impose aucune difficulté, mais il faut quand même qu'il le maîtrise. Le socle commun. En fait, c'est le socle commun de connaissances, compétences et de culture. Ce socle décrit tous les acquis que l'enfant doit avoir fait à ses 16 ans pour pouvoir s'épanouir personnellement, s'insérer dans la société, poursuivre des études, devenir un citoyen. Ce socle est attesté dans la scolarité normale à l'école, si je peux dire, par l'obtention du brevet des collèges. Le brevet des collèges atteste que l'enfant maîtrise ce socle commun de connaissances. Ce socle est détaillé dans les différents textes, à la fois les textes de loi et les textes fournis par l'Éducation nationale, et nous allons le survoler rapidement. Il est décrit dans le bulletin officiel du 17 au 23 avril 2015, que vous avez bien sûr en téléchargement dans votre espace de formation. Donc, les 5 domaines de formation qui structurent ce socle définissent les grands enjeux durant la scolarité obligatoire de l'enfant, donc jusqu'à ses 16 ans, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises. Le premier domaine concerne les langages pour penser et communiquer. Maîtrise de la langue française, connaissance de 2 langues étrangères ou éventuellement une langue étrangère, une langue régionale, langage scientifique, langage technique et informatique, langage des médias, langage des arts et du corps. Donc un ensemble de connaissances autour de la manière de l'expression pour penser et communiquer comme cela est défini.
Deuxième partie du socle, méthodes et outils pour apprendre. Donc c'est apprendre à accéder à l'information, à découvrir l'information, à pouvoir la traiter. Formation de la personne et du citoyen. Domaine d'apprentissage de la vie en société, de l'action collective, de la citoyenneté. C'est l'instruction morale et civique en quelque sorte. Quatrième point, système naturel, système technique, centré sur l'approche scientifique, technique de la Terre et de l'univers. Développe de ce fait de la curiosité, le sens de l'observation, la capacité à résoudre des problèmes. Dernier point, représentation du monde et de l'activité humaine, compréhension de la société dans le temps et dans l'espace. Donc, pour imaginer ce socle, donc pensez, c'est le programme du primaire et du collège jusqu'à la troisième. Ces programmes sont détaillés dans ce qu'on appelle les attendus. Vous verrez ça dans le module sur la préparation des programmes, la construction des programmes, dans les attendus. Donc par tranche d'âge, puisque notre école en France fonctionne par tranche d'âge, l'État émet un document avec matière par matière, domaine par domaine, pour les 5 domaines, les attendus de fin d'année. Il faut faire attention à ce que tous les aspects du socle, tous les domaines de compétences et de connaissances aient été abordés, sinon l'État, dans le cadre de l'instruction à domicile, va considérer que l'instruction que vous donnez à l'enfant n'est pas conforme, vous n'apportez pas à l'enfant ce minimum qu'il doit avoir en tant que futur citoyen à ses 16 ans. Faire le choix de l'instruction dans la famille est une liberté qui est donnée à tous les parents. En revanche, il est nécessaire de déclarer le choix de l'instruction dans la famille aux autorités. Il y a 2 déclarations à faire. Nous vous donnons les modèles de lettres en téléchargement. Première déclaration auprès de l'inspecteur d'académie, qui doit être informé de votre choix, puisque lui, il a la liste des élèves qui relèvent de sa circonscription, et il va vérifier qu'ils sont dans les écoles. Et s'il n'est pas à l'école, c'est-à-dire que vous ne respectez pas l'obligation d'instruction, sauf à dire que vous le faites dans la famille. Donc il est très important de faire cette déclaration auprès de l'inspecteur d'académie. Deuxième déclaration, c'est au niveau du maire, parce que le maire a aussi cette responsabilité de suivre que les enfants sont bien instruits de façon obligatoire. Ce sont des déclarations tout à fait simples. Vous dites, voilà, j'ai décidé pour telle année de faire cette instruction en famille. Cette déclaration doit être faite pour la rentrée scolaire, donc quelques jours avant la rentrée, elle doit arriver au destinataire. Et si vous faites le choix pendant le courant de l'année, elle doit être faite immédiatement au moment où l'enfant est retiré de l'école, privée ou publique, pour être instruit dans la famille. Immédiatement, vous devez prévenir les autorités, puisque, je vous le rappelle, il y a cette obligation d'instruction et que c'est le moyen pour l'État de savoir que cette obligation est remplie par les parents. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, vous avez le droit d'instruire votre enfant à domicile. En revanche, cette instruction est obligatoire. Et comme l'enfant n'est plus dans l'école, où il peut être vérifié qu'il est instruit, eh bien l'État a le droit, et l'exerce, de vérifier que l'instruction que vous rendez dans le cadre de l'instruction dans la famille est bien réelle et que l'enfant bénéficie bien de cette instruction telle qu'elle est prévue par les textes. Et pour cela, il va y avoir des contrôles qui sont effectués. Nous allons profiter de cette partie contrôle pour voir comment vous prémunir au maximum des différentes difficultés que vous pourriez rencontrer et des différents litiges qui pourraient apparaître. Soyez rassurés, en principe, ça se passe bien. Toutefois, comme on le disait en préambule, il y a cette inquiétude de l'État sur l'exclusion scolaire, sur l'échec scolaire. Et dans le cadre de l'instruction à domicile, cette inquiétude est encore plus forte. Autant à l'école, le corps enseignant va pouvoir encadrer l'élève, le suivre et prémunir celui-ci de tout échec. Autant dans la famille, il n'y a plus de mainmise, si je peux dire, sur le parcours de l'enfant. Et donc les inspecteurs vont être extrêmement attentifs à cela. Dans le cas de nos enfants HQI, en principe, il n'y a pas de difficulté. Mais certains enfants précoces présentent des particularités
qui pourraient être vus par le personnel de l'éducation nationale comme des prémices d'échec scolaire ou de difficultés scolaires. Et donc, il va falloir se prémunir de ça, faire très attention et être assez vigilant pour que notre accompagnement de notre enfant soit le plus serein possible et ne soit pas perturbé par ces interactions extérieures. Il y a deux types de contrôles. Les contrôles effectués par la mairie, par la commune, et les contrôles effectués par l'inspection d'académie. Il y a une alternance des contrôles, première année inspection d'académie, deuxième année mairie, troisième année inspection d'académie, etc., pendant toute la durée de l'instruction à domicile. Chacun des contrôles a des objectifs particuliers et différents. Nous les verrons, on va détailler ça juste après. La mairie et l'inspection d'académie doivent vous prévenir du contrôle, vous n'avez pas le droit de vous y soustraire, c'est-à-dire que la mairie ou l'inspection d'académie va vous adresser un courrier en vous disant que le contrôle aura lieu tel jour, à tel endroit, en principe c'est au domicile, et sera mené par telle et telle personne avec les qualités de ces personnes. Voyons en premier le contrôle conduit par la mairie. Et pour cela, je vais prendre les textes de manière à pouvoir vous donner des informations extrêmement précises. Ce contrôle, qui s'appelle une enquête, est mené uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l'enfant et s'il est donné à l'enfant ou aux enfants une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. En fait, ce texte a deux dimensions. D'une part, il va falloir justifier des raisons pour lesquelles vous avez fait le choix de l'instruction en famille. Même si ce choix est libre, il doit être motivé. Aussi bizarre que cela puisse paraître, puisque normalement, s'il est libre, il n'y a pas à le motiver. La meilleure façon de motiver le choix est d'apporter la preuve que l'enfant est à haut potentiel, que c'est un enfant précoce. Et cette preuve, c'est un test de WISC. Donc, si vous faites le choix de l'instruction en famille pour l'enfant parce que vous pensez que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui compte tenu de son QI, ayez cette preuve du WISC que vous allez pouvoir montrer à la personne qui va venir vous contrôler, faire cette enquête. Et là, les discussions s'arrêtent tout de suite. Si vous suspectez un haut potentiel et que vous n'avez pas de raison d'avoir retiré l'enfant de l'école, ça va tout de suite être un peu plus difficile de discuter avec les enquêteurs de la mairie. Je vous rappelle que ce souci de l'exclusion scolaire, de l'échec scolaire, ce souci du conditionnement de l'enfant et de la perte de la mainmise de l'État sur l'instruction de l'enfant est très présent au sein des personnels. Donc si vous n'avez pas de quoi argumenter pour dire voilà, j'ai fait le choix de l'instruction en famille parce que mon enfant est différent, parce que mon enfant ne trouve pas dans l'école ce qu'il est en mesure de recevoir, eh bien cet état d'esprit de suspicion ou d'inquiétude va ressurgir, c'est votre interlocuteur et cela est toujours ennuyeux. Le deuxième point est que l'enquête va aussi porter sur l'état de santé et les conditions de vie de la famille. C'est-à-dire que les enquêteurs vont vérifier que les conditions de vie dans lesquelles est votre enfant sont satisfaisantes. Alors, il y a un peu une ingérence de l'autorité publique dans la vie privée, mais c'est la contrepartie de cette liberté. Il va donc falloir aussi préparer le cadre dans lequel votre enfant est instruit, de manière, d'une part, à ce qu'il soit satisfaisant pour l'instruction elle-même, mais aussi pour montrer que les conditions d'instruction de votre enfant sont des conditions tout à fait correctes et acceptables. Il y a un bureau, un petit coin bureau, une bibliothèque, enfin des choses relativement normales qu'on doit trouver à peu près dans les familles qui font ce choix. Point important, l'enquête de la mairie ne porte pas sur la qualité de l'instruction, dont la validation est la compétence du ministère chargé de l'éducation nationale, donc de l'inspecteur d'académie présentement sur le terrain. Ça veut dire que pendant cette enquête de la mairie, on ne va pas évaluer si l'enfant sait compter, pas compter, lire, pas lire. C'est vraiment cette enquête sociale, si on peut la qualifier ainsi. Quelles sont les raisons, pourquoi il n'est pas à l'école, et est-ce que les conditions dans lesquelles il n'est pas à l'école sont satisfaisantes pour lui apporter une instruction. Voyons maintenant le contrôle opéré par l'inspection d'académie. Ce contrôle est conduit par un inspecteur ou une inspectrice d'académie, responsable du secteur et des enfants à domicile, et souvent accompagné du ou de la psychologue scolaire. Ce contrôle va porter, contrairement à la mairie, sur l'instruction proprement dite, c'est-à-dire qu'il porte sur la réalité de l'instruction dispensée et sur les acquisitions de l'enfant et de sa progression. Il ne faut pas oublier à ce moment-là
que l'inspecteur d'académie a comme obligation les textes, les programmes officiels qui sont donnés par le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement dit ce qu'on appelle les attendus. Pour telle classe, il y a tels attendus. À la fin de la classe, l'enfant doit savoir faire telle et telle chose, avoir telle compétence et tel savoir. Et ces inspecteurs ont cette référence-là. Dans le cas de nos enfants précoces, il est fort possible qu'il y ait un écart entre les programmes officiels et le déroulé chronologique par tranche d'âge des programmes et la réalité de l'enfant. Il va donc falloir faire un ajustement avec l'inspecteur pour pouvoir justifier de ces écarts. Que disent les textes? L'inspecteur d'académie doit faire vérifier que l'enfant reçoit bien une instruction et qu'il acquiert des connaissances. Comment faire pendant une demi-journée, puisque les contrôles se font sur 2-3 heures, comment pouvoir faire vérifier que l'enfant reçoit bien une instruction? Pour cela, il faut que vous conserviez en permanence les productions de l'enfant. C'est-à-dire que vous allez instruire votre enfant, vous allez lui faire des exercices, il va faire des dictées, il va faire des calculs, il va faire des dessins, il va regarder des cartes de géographie. Compilez tous ces dossiers, tous ces documents dans des dossiers et conservez-les de façon à pouvoir les présenter à l'inspecteur d'académie lorsqu'il viendra contrôler la réalité de l'instruction. Vous pourrez ainsi dire, voilà, mon enfant, on a fait ça, on a fait ça. Si vous n'avez pas ces supports, l'inspecteur d'académie va être un petit peu suspicieux parce qu'il va dire, oui, ben le parent ou la personne responsable de l'éducation me dit que l'enfant a fait ça, mais je n'ai pas de preuve de cela. Comment moi, qui ai l'obligation de vérifier qu'il suit bien une instruction normale, comment moi je peux avoir la certitude que c'est vrai? Et en cas d'incertitude, je vais plutôt aller vers le doute que vers la confiance. Donc il est nécessaire de bien conserver les productions des enfants. L'inspecteur d'académie va demander, en principe, à être isolé avec l'enfant, avoir l'enfant un petit moment pour pouvoir interagir avec lui, et il va l'interroger, le faire lire, le faire parler, le faire compter, pour vérifier que eh bien, l'enfant a bien les acquisitions qui sont en rapport avec son âge. S'il y a des écarts négatifs entre les acquisitions, les attendus, et ce que sait faire l'enfant, il va falloir pouvoir en discuter, se préparer à en discuter avec l'inspecteur d'académie. Nos enfants HPI sont très asynchrones par rapport à un programme normal d'éducation nationale, un programme d'instruction. C'est-à-dire qu'ils vont être extrêmement brillants dans certains domaines parce qu'ils aiment ce domaine et puis qu'ils ont une appétence pour celui-ci, et peut-être très en retard sur un autre, ce qui en soi n'est pas grave parce que leur capacité va leur permettre de récupérer ce retard plus tard, mais au moment T, ils vont être en retard par rapport au programme. Il va falloir donc se préparer aussi à discuter avec l'inspecteur d'académie, enfin l'inspecteur qui sera là. Il va falloir discuter de ce retard-là, le justifier et expliquer ce que vous allez mettre en place pour pouvoir le compenser ultérieurement et aussi relativiser. Ça peut être vrai, par exemple, pour les langues vivantes dont on parlait lorsqu'on voyait le socle. Pour des raisons bêtement de capacité, peut-être vous n'avez pas pu enseigner la langue vivante à l'enfant et que vous prévoyez ça un petit peu plus tard, un peu plus dans sa scolarité, enfin dans son parcours d'instruction. Et ce n'est pas très grave parce que l'enfant, de par ses capacités naturelles, pourra absorber cette langue étrangère très facilement et récupérer son retard. Autant pour l'inspecteur d'académie, ça va être problématique puisque dès le CP, il doit déjà avoir une initiation. Et là, si votre enfant à 8 ans n'a pas encore la capacité de dire quelques mots en anglais, eh bien ça va pouvoir être source pas de conflit, mais de rapports un petit peu tendus. Et il va falloir expliquer que vous mettrez en place quelque chose pour le compenser plus tard. Là encore, comme on le disait, plus vous avez d'éléments de psychologue pour justifier de la qualité HPI de votre enfant, mieux c'est. Si votre enfant a quelques difficultés, comme de la dysgraphie par exemple, et que vous avez mis en place un accompagnement par un psychologue, fournissez à l'inspecteur tous les éléments qui lui permettront d'être très confortable par rapport à cela et de pouvoir attester que vous avez bien mis en place l'accompagnement nécessaire pour corriger cet écart qui, de notre point de vue, n'est peut-être pas grave. Une dysgraphie, c'est pas très grave, ça se corrige naturellement plus tard. Mais pour l'inspecteur d'académie, c'est quelque chose d'important parce que dès la maternelle, il faut que les enfants sachent dessiner de très très jolies lettres. Ce qui n'est pas toujours le cas des enfants EIP que nous connaissons et que nous accompagnons. Le contrôle porte sur la progression de l'enfant.
progression retenue a pour objet d'amener l'enfant à l'issue de la période de l'instruction obligatoire à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun, ce que nous avons déjà vu. Et donc, faites toujours référence à ce socle commun et montrez que votre enfant a une progression qui lui permet petit à petit d'acquérir ce socle, toujours avec, si possible, ces documents que vous conservez, ces supports pédagogiques que vous avez créés ou que vous avez acquis et qui vont être la preuve que l'enfant va les utiliser, les apprend et qu'il acquiert le contenu de ces documents pédagogiques. Donc, à l'issue du contrôle, l'inspecteur ou l'inspectrice va juger soit que ce qui est mis en place est satisfaisant et que l'enfant va acquérir le socle minimum de connaissances, donc il n'y a pas à s'inquiéter, soit que ce qui est mis en place ne permettra pas à l'enfant d'acquérir ce socle-là, pour plein de raisons. Et dans ce cas-là, l'inspecteur va proposer un deuxième contrôle, un petit peu plus loin, de manière à laisser le temps à la famille d'expliquer ce qui se passe, de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour améliorer tout ça et vérifier que l'enfant va pouvoir progresser sur le rythme qui est prévu. Les enfants HQI ont parfois des particularités, tous ces troubles 10 dont on parle, et des difficultés dans la relation sociale avec les autres enfants ou avec les autres adultes. Le système éducation nationale est très attentif au vivre ensemble. Et une partie du souci de l'inspecteur va être de vérifier que l'enfant conserve une vie sociale normale pour un enfant de son âge. Il faut donc que, si c'est le cas, vous puissiez montrer à l'inspecteur que votre enfant rencontre d'autres enfants, qu'il a un certain nombre d'activités de groupe et qu'il n'est pas complètement isolé au sein de la famille, parce que dans ce cas-là, l'éducation nationale va pas du tout apprécier et va vouloir s'ingérer un petit peu plus dans le parcours de l'enfant. C'est un peu compliqué avec les enfants HPI parce que certains enfants sont très isolés des autres et sont très bien comme ça, et ce n'est pas du tout pathologique, c'est juste qu'ils sont comme ça et que leur particularité est d'aimer être tout seul. Mais c'est un petit peu incompatible avec ce que souhaite l'éducation nationale, et donc il va falloir être prudent là-dessus et essayer d'apporter, comme je vous disais, un certain nombre d'informations pour montrer que l'enfant a des activités extérieures, que l'enfant voit sa famille, que l'enfant voit ses cousins, que l'enfant est avec d'autres enfants et qu'il a cette vie sociale, ce vivre ensemble si cher à notre éducation nationale. À ce stade, nous avons vu les principaux points de la législation et nous avons discuté des points sur lesquels il faut être un petit peu plus attentif dans le cadre de l'instruction en famille des enfants précoces. Il nous reste à voir la situation lorsque la famille ou l'enfant vont vouloir réintégrer le système scolaire normal, c'est-à-dire revenir dans un établissement scolaire. Cela arrive par exemple lorsque l'enfant est scolarisé dans la famille pour l'école primaire et en revanche va réintégrer le collège. La difficulté qu'il y a est d'apporter la preuve du niveau d'instruction de l'enfant au moment de la réintégration. La règle normale, éducation nationale, c'est la règle de la classe d'âge. L'enfant a tel âge, il doit être dans telle classe, indépendamment de ses acquisitions. Or, pour les enfants précoces, il y a souvent une réintégration avec un saut de classe qui est souhaité parce que l'enfant a fait très vite les acquisitions, par exemple de fin de CM2. Dès 8 ans ou 9 ans, l'enfant va être en capacité de rentrer en 6e. Il est extrêmement difficile de justifier à l'éducation nationale que cet enfant est en capacité de rentrer en 6e. On ne parle pas de l'aspect maturité affective, maturité sociale, on parle que de la partie instruction, bien entendu. Et là, comment faire? Eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est de demander une évaluation par les services de l'inspection d'académie. Normalement, les services d'inspection d'académie vont déléguer un inspecteur qui va faire un contrôle du niveau d'instruction de l'enfant et voir si ce niveau, par exemple fin de CM2, est vraiment acquis avec des exercices et puis des tests en permanence sur les différents items. Il n'est pas très facile d'obtenir ce contrôle, il faut vous y prendre très à l'avance, contacter l'inspection d'académie, expliquer la situation et insister pour que l'inspecteur d'académie mette en œuvre le contrôle, sachant que celui-ci est souvent fait sous l'égide d'une école. Donc il faut y penser peut-être en troisième trimestre pour une rentrée septembre année suivante avec saut de classe.
Nous arrivons au terme de ce module. Nous avons abordé les principaux points de la législation, quelles sont vos obligations, quels sont vos droits et comment vous préparer à cette relation un petit peu particulière avec l'administration et l'inspection d'académie et comment aussi anticiper la réintégration du système par votre enfant si un jour cela doit se produire. Les autres modules vont rentrer plus dans le concret, dans le pratique, comment faire un programme, comment l'alimenter, comment les caractéristiques de votre enfant que vous allez mieux découvrir, mieux connaître, vont interagir, vont affecter votre méthode et comment organiser tout ça pour le bien de l'enfant et que pour son parcours d'instruction lui soit le plus profitable possible et qu'il profite de tout le potentiel qu'il a en lui.